Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une situation, disons, particulière. Imaginez, une équipe gagne un titre majeur. Le Sénégal est champion d'Afrique. La fête, la joie. Et puis, rien. Le silence. Exactement. Un silence total de la part de la CAF, de la FIFA. Pas un mot, pas un message de félicitations. Et on sait qu'en diplomatie, comme dans le sport, ce genre de silence, ça n'est jamais anodin. C'est tout sauf anodin. Ce silence, en fait, c'est le calme avant la tempête. Les différentes sources sur lesquelles on s'est penché pour cette analyse décrivent une véritable guerre de coulisses qui s'est engagée. Une guerre raspe. Oui, une guerre juridique, une guerre d'influence. L'objectif, selon certains, est assez incroyable, déposséder le Sénégal de son titre. Notre but aujourd'hui, c'est de décrypter ce qui se joue vraiment en regardant les deux côtés de l'histoire. Alors, allons-y. Commençons par la thèse qui fait le plus de bruit. Plusieurs sources, surtout côté sénégalais, parlent d'une offensive menée par un seul homme, Fouzi Lekja. Oui, il faut le présenter rapidement, ce n'est pas juste le patron du foot marocain, c'est un homme très puissant, membre du conseil de la FIFA, très proche de son président, Gianni Infantino. Et il aurait, pour le dire poliment, mal digéré la défaite. C'est un euphémisme. Les articles parlent carrément d'une opération vengeance, une opération méthodique. Le but ne serait pas juste de contester, mais d'obtenir des sanctions très lourdes. Jusqu'où ? Jusqu'à potentiellement une exclusion du Sénégal de la Coupe du Monde 2026. L'accusation est gravissime et sa stratégie, elle reposerait sur son réseau. Il actionnerait ses leviers à la CAF, à la FIFA, avec des rapports, des vidéos, tout un arsenal. D'accord, son influence est connue, c'est un fait. Mais comment ça se manifeste concrètement ? On a des exemples précis de ces manœuvres. Oui, le premier mouvement, et il est très parlant, a eu lieu au sein de la commission de discipline de la CAF. C'est elle qui doit juger l'affaire. Et donc ? Le membre sénégalais de cette commission a été immédiatement mis sur la touche, écarté. Ah oui, pour quelle raison ? La raison officielle, c'est d'éviter un conflit d'intérêts. Ce qui, sur le papier, se défend tout à fait. Bien sûr, ça paraît logique. Sauf que, et c'est là que ça coince pour beaucoup d'observateurs, celui qui mène l'offensive, Fouzi Lekja, il est au cœur du pouvoir. Donc, l'argument du conflit d'intérêts ne semble s'appliquer que d'un seul côté. C'est ce qu'un des articles appelle une guérilla administrative, c'est ça. On neutralise l'adversaire avant même que le combat commence. C'est exactement ça. Mais bon, même avec le terrain préparé, il faut bien une justification, un récit pour demander des sanctions aussi lourdes. Oui, on ne peut pas juste dire on n'aime pas le résultat. Non. Et le récit qui est construit, c'est un classique de JO. C'est l'inversion de la culpabilité. On accuse l'entraîneur sénégalais, Pape Thiaw, des joueurs et même des supporters d'avoir tout prémédité. Préméditer quoi ? Un scénario de provocation. Pour ça, on va chercher ses déclarations d'avant-match. En conférence de presse, il s'était plaint de l'arbitrage. Attendez. Un entraîneur qui exprime des craintes sur l'arbitrage, ce qui arrive toutes les semaines, ça devient la preuve d'un complot. C'est précisément comme ça que c'est présenté, oui. On sort les phrases de leur contexte, on les tord, et ça devient la pièce maîtresse du dossier. L'homme qui alertait sur une possible injustice devient l'instigateur. C'est assez redoutable comme méthode. Très. Et ce récit est appuyé, martelé par une campagne médiatique marocaine décrite comme assourdissante. Un journaliste va même jusqu'à écrire qu'il faut la tête du Sénégal par tous les moyens, même le mensonge. Voilà pour la version qui dépeint un complot. Mais pour être juste, il faut regarder en face. Que dit la partie marocaine ? Il a bien dû se passer quelque chose sur le terrain pour monter un tel dossier. Bien sûr. Et là, les versions sont opposantes, irréconciliables. Le camp marocain s'appuie sur les rapports officiels, celui de l'arbitre notamment. Et ces rapports parlent de provocations continues du banc sénégalais. Des provocations de quel ordre ? Des insultes, des gestes, une attitude jugée très agressive de la part de l'entraîneur Pape Thiaw, qui aurait contesté chaque décision, créé un climat de tension. Donc, de leur point de vue, les déclarations d'avant-match ne sont pas une simple phrase, mais le point de départ d'une stratégie de tension. Exactement. Le contre-récit, c'est celui-là. Le Sénégal aurait volontairement fait dégénérer la situation pour faire pression. La plainte marocaine ne serait donc pas une vengeance, mais une démarche légitime pour faire sanctionner un comportement antisportif. Ce qui nous amène à la question centrale des arbitres. D'un côté, on les présente comme des marionnettes, de l'autre comme des victimes. Qu'est-ce qu'on sait de leur performance ? L'analyse de l'arbitrage sur tout le tournoi est intéressante. Plusieurs observateurs neutres pointent un schéma curieux. Des arbitres très réputés, comme l'Algérien Gorbal ou l'Égyptien Maharouf, sont écartés après un seul match pourtant jugé excellent. Écartés car jugés trop... Indépendants, oui.
pas assez docile. Et en parallèle, d'autres arbitres dont les prestations sont beaucoup plus controversées se voient confier les matchs clés. L'ouverture, la finale. On a des noms? Oui, ceux de Jean-Jacques Nandala ou Pierre Achot reviennent souvent. Leurs décisions ont fait polémique, mais ils sont devenus, pour reprendre un terme d'un article, les superstars du système. L'idée, c'est qu'on ne cherche pas le meilleur, mais le plus fiable. Mais là encore, c'est une interprétation. Le camp adverse pourrait dire qu'on a choisi des arbitres d'expérience pour des matchs à haute tension. Absolument. C'est parole contre parole. Sans preuve formelle, on reste dans la suspicion. Ce qui est factuel, par contre, c'est ce sentiment généralisé que l'arbitrage africain est sous influence. Et les autres pays, les autres fédérations, elles regardent ça sans rien dire? C'est le silence encore. C'est peut-être le plus fascinant. Loin de protester, certaines s'alignent. Un des papiers qu'on a consultés révèle des mails de félicitations envoyés en off au Maroc pour l'organisation. Envoyés par qui? Des fédérations importantes. L'Égypte, la Tunisie, la Libye. L'Égypte, mais c'est un paradoxe total. Leur sélectionneur s'est plaint de l'arbitrage, leur hymne a été sifflé et la fédération envoie des fleurs en coulisses. C'est là que l'analyse devient très politique. La question est posée crûment. Qu'ont-ils reçu en échange? On décrit une diplomatie sportive faite de services rendus, de soutien. L'ancien homme fort égyptien, Hani Abourida, serait aujourd'hui éclipsé par Le Khadja, le nouveau faiseur de rois. Alors, on s'aligne. On entre dans une autre dimension. Une source d'ailleurs va très loin. Elle parle d'un lobbyiste qui aurait pris la CAF en otage. C'est une accusation extrêmement lourde. Il faut être très prudent avec ça. C'est une affirmation qui vient d'un média très orienté, sans preuve factuelle. L'article fait un lien entre le rapprochement Maroc-Israël et une prétendue influence dans les instances sportives. C'est plus de la rhétorique géopolitique que de l'analyse factuelle, mais ça montre le niveau de toxicité atteint. On a donc un système qui semble d'un certain point de vue complètement verrouillé. Une plainte, une commission, une pression médiatique, des alliés. Face à tout ça, est-ce qu'il y a un dernier recours pour le Sénégal, une sorte de cour suprême du sport? Oui, et c'est la plus grande crainte de la CAF, d'après ces mêmes sources. Ce recours, c'est le tribunal arbitral du sport, le TAS, à Lausanne. En Suisse, un terrain plus neutre? Beaucoup plus neutre. Là-bas, l'influence politique de tel ou tel dirigeant pèse bien moins lourd. Le TAS, il ne juge que sur le droit, les preuves, les règlements. Et c'est ça qui explique le silence et la lenteur actuelle, la peur du TAS. C'est l'explication la plus logique. La commission de discipline est en état d'alerte maximale, elle prend son temps, non pas parce qu'elle ne fait rien, mais pour coudre un dossier en béton armé. Coudre un dossier? Oui, c'est-à-dire que chaque sanction doit être parfaitement justifiée juridiquement, avec le bon article de règlement, le bon témoignage, pour que ce soit inattaquable. L'objectif est de décourager un appel ou de s'assurer que si appel il y a, le TAS ne pourra que confirmer? Précisément. Ils savent qu'une décision qui sentirait trop la politique serait anéantie à Lausanne. Ce silence, cette lenteur, c'est le temps qu'il faut pour préparer une exécution qui aurait toutes les apparences de la justice. Pour résumer, on a donc deux histoires qui s'affrontent. D'un côté, un hold-up politique pour voler une victoire. De l'autre, une procédure disciplinaire tout à fait normale contre un comportement inacceptable. C'est la photo parfaite de la situation. Et le vrai trophée, finalement, ce n'est plus la coupe. C'est le contrôle de l'institution, c'est une démonstration de force. Le football devient un champ de bataille pour des luttes de pouvoir qui le dépassent complètement. C'est assez vertigineux, on part d'un match de football et on arrive à de la pure géopolitique. Exactement. Et ça nous laisse avec une question fondamentale, bien au-delà de cette affaire. Si une victoire acquise sur le terrain peut être annulée dans les couloirs par des jeux d'influence, que reste-t-il du sport ? On nous parle de la vérité du terrain, de la magie du jeu, mais peut-être que le vrai match, celui qui compte vraiment, ne se joue plus du tout sur la pelouse.